Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Ça va être principalement de la résolution d'exercices classiques en analyse. Dans cette playlist, on va voir les suites numériques et applications. Donc ça peut être des séries numériques, séries de fonctions ou de Fourier, etc. Et des grands théorèmes en analyse. Et qui sont dédiés aux étudiants en premier cycle universitaire et école préparatoire. Alors on commence par un petit aperçu historique sur les nombres. La notion de nombre a depuis très longtemps été utilisée depuis l'Antiquité même, notamment chez les Grecs où les mathématiques ont connu un grand avancement, en particulier avec l'école pythagoricienne. Il faut noter que l'idée ou les idées principales sur les nombres sont à la base de la théorie des rapports de grandeur, une théorie édifiée par le grand mathématicien Eudoxe. Cette théorie fut définitivement adoptée par les mathématiques grecques classiques et nous est connue par les éléments d'Euclide. C'est la première théorie rigoureuse et cohérente essentiellement des nombres réels. C'est l'aboutissement d'une série de découvertes sur les proportions et en particulier les rapports incommensurables. Les mathématiques grecques à ses débuts est inséparablement liées à des spéculations partie scientifiques, partie philosophiques et mystiques sur les proportions, les similitudes et les rapports. Ce fut l'une des tendances caractéristiques de l'école pythagoricienne de prétendre tout expliquer par le nombre entier et les rapports d'entiers. Mais en même temps, c'est l'école pythagoricienne qui découvrit l'incommensurabilité du côté du carré avec sa diagonale, c'est-à-dire l'irrationalité de racine de 2. À cette époque, le mot et l'idée de nombre étaient strictement réservés aux entiers naturels strictement supérieurs à 1, 1 étant la monade et non un nombre à proprement parler, c'est-à-dire l'unité, à l'exclusion non seulement de nos nombres irrationnels, mais même de ce que nous nommons nombres rationnels, ceci étant pour les mathématiciens grecs de l'époque classique des rapports de nombres. Ces rapports étaient quand même le plus souvent qualifiés de nombres, on leur appliquait les règles de calcul des entiers, obtenant ainsi des résultats exacts sans chercher à analyser à fond les raisons du succès de ces méthodes. Alors parlons maintenant de nombres entiers relatifs et de nombres complexes. Parmi les nombres relatifs, on a les quantités négatives, c'est comme ça qu'on les appelait avant. C'est les entiers qui ont un signe moins et qui représentent l'opposé d'un nombre entier positif. Ces nombres sont absents dans la conception classique des mathématiques, puisqu'il n'était pas question de s'écarter de l'étude de nombres et des figures. Depuis longtemps, ces nombres n'avaient pas d'interprétation. Je ne dis pas que les anciens mathématiciens ne savaient pas manipuler les soustractions. Si, mais une soustraction a moins b n'était définie que si a est plus grand que b. Sauf que une équation du type x plus 1 égale à 0, par exemple, avait des solutions impossibles. Ce sont ces solutions qu'on appelait les quantités négatives. Mais plus tard, l'embarras des algébristes devant ces nombres négatifs ne cesse guère que lorsque la géométrie analytique en donne une interprétation commode. Avec les nombres complexes, le scandale est bien plus grand, car si ce sont des racines impossibles et si jusque vers 1800 on ne voit aucun moyen de les interpréter, comment peut-on sans contradiction parler de ces êtres indéfinissables et surtout pourquoi les introduire? Mais les mathématiciens commencent enfin à sentir nettement que c'est là lutter contre cette difficulté où les entraînent leurs travaux et qu'il doit être légitime en mathématiques de raisonner sur des objets qui n'ont aucune interprétation. Boole, en 1854, dit: il n'est pas de l'essence de la mathématique de s'occuper des idées, de nombres et de quantités. Donc même si les mathématiciens au cours des XVIIe et XVIIIe siècles étaient peu à peu parvenus à la conviction que les nombres imaginaires qui permettaient la résolution des équations du second degré permettaient aussi de résoudre les équations algébriques de degré quelconque, Carl Friedrich Gauss entreprend la première conception claire de la correspondance biunivoque entre nombres complexes et points du plan, et surtout le mérite d'avoir su le premier appliquer cette idée à la théorie des nombres complexes, et d'avoir entrevu nettement tout le parti qu'allaient en tirer les analystes du XIXe siècle. À cet égard, Gauss, dans une lettre écrite à Bessel en 1811, dit: dès le début, je demanderai à quiconque voudrait introduire une nouvelle fonction en analyse de préciser s'il se limite aux grandeurs réelles et regarde les valeurs imaginaires comme fictives, ou s'il souscrit
à ma proposition fondamentale selon laquelle dans le domaine des variables, les valeurs imaginaires a plus ib doivent être mises sur un pied d'égalité avec les valeurs réelles. Nous ne parlons pas ici d'utilité pratique, mais l'analyse est dans mon opinion une science par elle-même. Elle perdrait incommensurablement en beauté et symétrie si les variables imaginaires étaient rejetées. Revenons maintenant au nombre réel. On a parlé précédemment de racine de 2. On avait dit que historiquement c'est le premier nombre irrationnel découvert par les pythagoriciens et fit une grande impression chez les Grecs. Alors voici une démonstration à connaître, elle est très connue, de l'irrationalité de racine de 2. Donc on suppose d'abord que racine de 2 est rationnelle. Donc il existe P et Q dans Z et N étoiles, tel que racine de 2 égale à P sur Q, avec P et Q premier entre eux, d'où P au carré égale à 2 fois Q au carré, et donc P est pair, d'où P est pair. Car si on avait P impair, c'est-à-dire égal à 2K plus 1, on aurait P au carré lui-même est impair, puisque c'est égal à 2 fois 2K au carré plus 2K plus 1. On pose P égale à 2P', P' appartient à Z, d'où 2P' au carré égale à Q au carré. De la même façon, Q est pair. Or, les nombres entiers P et Q sont premiers entre eux, donc contradiction avec le fait qu'ils soient tous deux pairs. Et donc, racine de 2 est irrationnelle. Alors, parlons maintenant de pi. À noter que racine de 2 est constructible à la règle et au compas. Contrairement à pi, pi est un nombre réel, il est irrationnel, mais non constructible par la règle et au compas. Et on l'appelle aussi nombre transcendant. Une des caractéristiques des nombres irrationnels, c'est qu'ils ne sont pas racines d'une équation du premier degré à coefficient entier comme racine de 2. Eh bien, les nombres transcendants comme pi sont non seulement irrationnels, et ils ne sont racines d'aucun polynôme à coefficient entier ou rationnel. On note au passage aussi les nombres dits algébriques, qui sont réels et qui sont racines d'un polynôme à coefficient entier. Exemple, le polynôme du second ordre px égale à x au carré moins 2 admet racine de 2 comme racine, donc racine de 2 est algébrique, qui n'est pas le cas pour pi. Alors, pi a été découvert, enfin, les Égyptiens ont découvert les constantes K1 et K2. Avec K1, c'est l'aire du cercle sur le carré du rayon. K2, la circonférence divisée par le diamètre. Archimède ensuite montre que K1 égale à K2. Les mathématiciens, depuis très longtemps, ont utilisé des fractions simples ou des suites pour rapprocher la valeur de pi. Les Égyptiens avaient la valeur de 16 sur 9 au carré. Les Babyloniens avaient 3 plus 1 huitième. Archimède utilisait 22 sur 7 et qui utilisait des polygones inscrits et ex-inscrits de 6, 12, 24, 48 et 96 côtés. Claude Ptolémée utilisait 3 plus 17 sur 120. Adrien Mathius 355 divisé par 113. Ludolf van Calen obtient 35 décimales exactes en utilisant les polygones. François Viette montre que 2 sur pi égale à x1 fois x2 fois jusqu'à xn, ainsi de suite, avec xn défini par récurrence par x1 égale à racine carrée de 1 sur 2 et xn égale à racine carrée de 1 sur 2 plus 1 sur 2 xn moins 1. Jean Alice établit l'égalité racine de pi sur 2 égale à la limite des n premiers nombres pairs divisés par les n premiers nombres impairs quand n tend vers plus l'infini. Leibniz démontre que pi sur 4 égale à 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième, etc. plus moins 1 puissance n sur 2n plus 1 plus jusqu'à l'infini. Et Shanks calcule pi avec 500 décimales et qui décore le palais de la découverte à Paris. On a dit que pi n'est pas constructible à la règle et au compas. Euclide, qui a fondé sa géométrie sur un système d'axiomes, pensait que tout nombre pouvait être construit ou obtenu à l'aide de la règle et au compas.
ce qui a engagé la communauté mathématique pendant des siècles et depuis l'Antiquité dans la recherche de résolutions impossibles, comme la fameuse quadrature du cercle, au point où l'Église à une certaine époque interdisait la quadrature du cercle aux mathématiciens qui consacraient tout leur temps à la résoudre. Cette quadrature du cercle nécessiterait la construction à la règle et au compas du fameux nombre pi, et jusqu'en 1882, le mathématicien Lindman démontre la transcendance de pi et donc l'impossibilité de la construction à la règle et au compas. Alors, on a vu des nombres mesurant des longueurs et qui ne sont pas rationnels, c'est-à-dire qui ne sont pas rapport d'entiers. Et là maintenant, on va voir une suite de nombres rationnels et qui convergent vers un nombre non rationnel. Ce nombre, c'est E, on appelle E, qui est égal à limite de un quand n tend vers plus l'infini, avec un égale à la somme quand p égale à 1 jusqu'à n de 1 sur p factoriel. Et pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers, E compris strictement entre un et un plus 1 sur n factoriel. Donc on procède de la même manière que pour racine de 2. On suppose que E soit rationnel. On peut donc l'écrire sous forme de fraction irréductible. Donc il existe P et Q appartenant à Z et N étoiles respectivement, tel que E égale à P sur Q, où P et Q sont premiers entre eux. Alors on utilise la propriété de E. Donc P sur Q est strictement supérieur à 1 plus 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 2 factoriel jusqu'à 1 sur q factoriel. Et il est strictement inférieur à 1 plus 1 sur 1 factoriel jusqu'à plus 1 sur q factoriel plus 1 sur q factoriel, puisque on a supposé cette double inégalité. On pose a égale à q factoriel fois uq. Et donc c'est égal à q factoriel fois 1 plus 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 2 factoriel plus jusqu'à 1 sur q factoriel, qui est égal à q factoriel plus q factoriel sur 1 factoriel plus q factoriel sur 2 factoriel, etc. jusqu'à q factoriel sur q factoriel. Donc a appartient bien à l'ensemble des entiers naturels, multiplié par q factoriel, la double inégalité précédente, devient q moins 1 factoriel fois p, compris strictement entre a et a plus 1. On a dit que a est un entier, donc q moins 1 factoriel fois p, compris strictement entre a et a plus 1. Or, il n'existe pas d'entier strictement compris entre les deux entiers consécutifs a et a plus 1. On obtient une contradiction et donc E est irrationnel. Ce nombre E, si vous ne l'avez pas encore reconnu, c'est l'exponentiel, exponentielle 1, et c'est l'une des définitions de l'exponentielle. Alors avant de finir, on va parler d'ensemble de nombres, puisque jusqu'ici on n'a parlé que de nombres et non d'ensemble de nombres. La notion naïve d'ensemble remonte à la plus haute antiquité où les humains manipulaient des nombres entiers. Ils comptaient les animaux d'un troupeau ou des sacs de blé par exemple. Les nombres entiers étaient pour eux le plus souvent ce que nous appelons aujourd'hui des cardinaux finis. Mais la notion abstraite, celle fondée sur des axiomes, n'apparaît qu'au XIXe siècle dans de multiples travaux de grands mathématiciens qui travaillaient sur les questions de fondement, la nature d'objets et vérité mathématique. Et principalement Cantor qui est considéré comme fondateur de la théorie des ensembles. Et c'est avec lui que la théorie des nombres réels a pris à peu de choses près sa forme définitive. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous mettrai prochainement une deuxième vidéo sur le même thème que cette vidéo. Ça va être un exercice corrigé sur le passage de Q à R, c'est-à-dire des nombres rationnels en nombres irrationnels. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt.